Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous en direct chaque jour. Vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise. Et vos rubriques habituelles, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle du 100% télétravail, je l'ai dit en français. On en parle avec le président d'ADP. Vous savez, c'est un groupe mondial, celui qui notamment édite des millions de bulletins de paie. Vous avez probablement reçu un bulletin de paie édité par le groupe ADP. Smart et réglo, les congés payés, comment ça marche? Oui, c'est une question parce qu'il y a le Covid, les congés payés ont continué à filer. En général, il faut les prendre avant le mois de mai. On fera le point avec un avocat dans quelques instants. La pause café, comme chaque jour avec Fanny Griesmer. Le trac, bah oui, qui n'a pas eu une petite boule au ventre avant d'entrer en réunion ou de faire une présentation? On va faire le point avec Fanny parce que c'est parfois un frein pour présenter correctement toutes ces idées et ces innovations. Le cercle RH, c'est comme chaque vendredi les experts de Smart Job. On va s'intéresser bien entendu aux chiffres de l'emploi, la note de l'INSEE avec des chiffres en trompe-l'œil. Puis on parlera de ce pari du président Macron de ne pas reconfiner. Ce sera avec les experts. Et puis on terminera notre émission avec le livre de Smart Job. C'est chaque vendredi, vous connaissez le rendez-vous. On parlera de philosophie. C'est un consultant philosophe qui viendra vous parler de son livre, L'esprit subtil du management. Bah oui, on peut faire un peu de philosophie, apporter comme ça quelques éléments de philosophie aux managers et plus largement à l'entreprise. Voilà le programme, tout de suite, bien dans son job. Et on parle du 100% télétravail avec ADP. Bien dans son job. On en parle aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail, vous le savez, dans cette émission, parce que c'est évidemment une séquence télétravail depuis presque un an maintenant, et on en parle aujourd'hui avec le président d'une très grosse entreprise. Vous la connaissez peut-être sans la connaître directement. Carlos Fontelas de Carvalho, merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'ADP en France. ADP, c'est un groupe mondial. Précisons que l'entreprise édite notamment des bulletins de paie. 3 millions de bulletins de paie édités là dans cette période. Ici en France. Ici en France, pendant la période Covid, et par mois évidemment. On en a peu parlé d'ADP, mais vous êtes une entreprise qui avait été en première ligne. Je précise quand même que vous êtes un des leaders mondiaux pour éditer ces bulletins de paie, et vous faites partie de ces entreprises, alors c'est un véritable privilège, qui ont été classées entreprises les plus admirées du monde, j'adore cette expression, dans le magazine Fortune depuis 14 années consécutives. D'abord, un mot sur le travail que vous menez, vous, président ADP France. Comment ça s'est passé, cette crise Covid? Vous me disiez, c'est très étonnant et presque passionnant, on a resserré les liens à l'intérieur de l'entreprise. Racontez-moi. C'est vrai, bonjour. C'est vrai parce que la paye, ça paraît une évidence, mais ce sont des moments comme cette-là qu'avec la rupture des compétences de quelques de nos clients, avec cette notion de pandémie qu'il fallait rentrer à la maison. Pourquoi cette fierté? Parce qu'on y était préparé et les collaborateurs le savaient. Déjà, soit pour l'accord de télétravail qui existait déjà depuis 2011, mais par les grandes notions de business continuity plan. Donc, on faisait des plans de continuité. On disait à nos collaborateurs, demain, tous à la maison. Et donc, c'est les outils, c'est les process. Et les gens disaient, allez, c'est parti. Donc, santé et sécurité tout d'abord. Et dès que ça fait maintenant un an, oui, ça fera un an. Et on est tous à la maison depuis un an. Quelques détails quand même importants, parce que vous êtes un groupe très important. D'abord, on vous connaît, on peut le dire, parce que ceux qui reçoivent les bulletins de paie papier, vous avez une particularité, parce que voilà, vous allez vous dire, ah bah oui, c'est ADP évidemment, parce qu'en fond de bulletin de paie, c'est pas une feuille blanche. Non, il a des petits nuages bleus. Des petits nuages bleus. Dites-moi pourquoi, c'est intéressant, c'est pas uniquement pour la déco. Non, c'est pas pour la déco, c'est qu'avant, maintenant, avec la digitalisation, il y a des autres manières de vrai, de faux, mais à ce moment-là, donc depuis des années, si vous photocopiez un bulletin de paie qui a des nuages bleus derrière, il ne paraît plus le même. Donc ça évite les faux. Voilà. Ça évite les faux bulletins de paie, c'est intéressant, c'est pour éviter les contrefaçons. Vos salariés, vous les engagez, ils s'engagent, et par des éléments très concrets, mise en place de fauteuils, d'outils, et ça vous le faites très vite pour leur montrer que l'entreprise n'est pas en train justement de s'endormir, mais bien au contraire d'accélérer. Ça, c'est intéressant. Oui, parce que le télétravail, je dirais que ce n'est pas pour les entreprises qui veulent, c'est pour ceux qui peuvent le faire. Et donc, on a vu tout de suite qu'être en télétravail une semaine, 15 jours, et on était en début mars, avril, et on voyait que oui, ça peut marcher. Mais après, ce petit écran de l'ordinateur, travailler sur le canapé, peut-être à la table à la cuisine, donc ça
ça marche pas. Et donc, c'est doter des moyens. Et donc, on a y compris le système Drive. Et donc, les gens ont pu récupérer son fauteuil, on peut récupérer son double écran, on peut récupérer quelques outils. Son fauteuil, celui qu'il avait dans son bureau. Oui, oui. Symboliquement, c'est important. Oui, parce qu'il faut trouver cet confort sur le mode de travail, parce que sinon, là, en termes d'engagement, ça travaille. Et après, communication. Beaucoup de communication. Alors, c'est un élément important parce qu'après notre émission qui est en direct, vous allez faire un rituel qui ne se faisait pas avant. Le président ADP ne faisait pas ce rituel. Qu'est-ce que vous allez faire ? Tous les vendredis après-midi, je m'adresse à l'ensemble des collaborateurs pour donner les news de la semaine, pour donner l'agenda de la semaine suivante, pour maintenir ce lien que je pense c'est très important. Ce sentiment d'appartenance, cet esprit de mission que vous avez mentionné, que je vous l'avais dit, quand les hommes et les femmes d'ADP sentaient que la paye, encore une fois, ça paraissait une évidence. C'est essentiel la paye. Oui, mais avec tous les changements législatifs pendant la pandémie, cette rupture de compétences avec quelques clients, il fallait s'adapter. Et les collaborateurs sentaient qu'ils avaient un rôle majeur à jouer. Et là, vous leur parlez. Ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu. Et donc, ce sentiment d'appartenance a, y compris, augmenté. Et même la satisfaction client a augmenté. Mais Carlos Fontelas de Carvalho, avant le Covid, vous ne parliez pas à vos collaborateurs. Est-ce que vous vous dites, mais bon sang, on aurait dû le faire plus tôt ? Est-ce qu'il a fallu attendre cette crise terrible pour se dire, mais après tout, c'est quand même très utile de se parler en direct ? Il avait des moyens de communication, bien sûr, les mails, sur site, bien sûr, voilà. Mais classique. C'était pas comme ça. Oui, c'était pas comme ça. Là, je parle à mon président, je peux lui dire, et j'imagine qu'il peut y avoir un lien interactif. Il a des messages de plus en plus, il a des collaborateurs qui m'adressent des messages directement, qui proposent des choses, qui disent ça c'était une bonne idée, pourquoi pas faire ça ? Et ça c'est super intéressant. Mais c'est l'ensemble de l'équipe, c'est pas que moi. Donc c'est l'ensemble de l'équipe, de la direction, c'est l'équipe. C'est pas de la com. Ouais. Oui, c'est vraiment cette lien entre le manager et le collaborateur qui est très important et qui a augmenté pendant la pandémie. Deux questions, parce que c'est des questions essentielles, que l'on pose souvent sur le plateau de Smart Job. Le 100% télétravail, ça oblige une entreprise comme la vôtre, mondiale, vous en êtes vous le président France, de repenser les lieux de travail. Est-ce que vous êtes déjà, vous aussi, comme le gouvernement d'ailleurs, dans l'après-Covid, pour penser le monde d'après ? Je dirais que pour le moment, ce qui est très important, c'est voir comment on va retourner au bureau. Et on veut retourner au bureau. Vous le souhaitez ? Oui. Notre ADN, quand même, c'est la collaboration. Et donc, on veut, dès que possible, dès que le protocole sanitaire nous permet de faire ça, de retourner au bureau. Cette réflexion, je pense qu'elle est inévitable. Le monde du travail est en train d'avoir une évolution. On l'amènerait avec les hommes et les femmes d'ADP, on l'amènerait avec nos collègues, mais quelque chose qu'on fera après. Mais bien sûr que les réflexions commencent à se voir parce qu'on a tous ces lieux qui sont vides depuis un an. Bien sûr. Et que les collaborateurs eux-mêmes se posent des questions par rapport à cet même confort de travail qu'ils ont trouvé et qu'ils n'aient pas imaginé d'avoir la même efficacité. Vous dites une chose intéressante, il y a un vrai débat en France sur le télétravail. C'est dur, les gens veulent revenir. Chez vous, quel est le pourcentage de collaborateurs qui vous disent, écoutez, moi, en vous parlant en direct, peut-être dans une heure, ils vous le diront, moi, je me sens bien dans mon espace télétravail, je trouve que je fournis une qualité de travail correcte et j'ai plus 3 heures de transport, pour le dire simplement. Bon, on mène des enquêtes régulières. Évidemment. Je vais vous dire un chiffre très simple. Plus de 70% se sentent confortables aujourd'hui à travailler dans ce mode-là. C'est un indicateur pour vous. C'est un énorme indicateur. Et en matière de performance, vous êtes le président, vous attendez d'eux qu'ils soient performants. La performance était là, vous nous l'avez dit. Ah non, complètement. On travaille et on donne le rendu à nos clients comme d'habitude. J'imagine que le board mondial et le board français réfléchit quand même évidemment à ces locaux. Les locaux, ça coûte cher et c'est peut-être l'occasion de repenser finalement ces lieux dédiés. Encore une fois, c'est des réflexions qu'on veut mener. Mais là, vous êtes encore dans l'opérationnel du Covid. Oui, parce que je pense que ça... N'allons pas trop vite, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Parce que la tête est dans comment on va rentrer au bureau, mais je pense que ça sera dans l'agenda inévitablement. Pour terminer notre entretien, on a parlé de ces bulletins de paie avec des nuages bleus, comme ça quand vous reverrez ces bulletins de paie, vous direz « Ah oui, c'est ADP ». On est quand même dans l'ère de la digitalisation. Beaucoup d'entreprises du CAC, ce sont vos clients, les grands groupes, ont déjà basculé vers le coffre-fort. Un jour, on n'aura plus de papier, ça sera voté à l'Assemblée, il n'y aura plus de bulletins de paie, il n'y aura plus de papier. D'abord, c'est anti-écologique par ailleurs. Oui, et on mène des actions assez fortes dans ce sens. Je pense que l'environnement va le remercier. Et une question de sécurité aussi et de compliance. C'est très important parce que ces documents, qui est le bulletin de paye,
elle est un moyen de communication entre l'État et le citoyen. C'est un document de citoyenneté. Bien sûr, on demande souvent des bulletins de paie, acheter une maison, faire un emprunt, ce sont des documents qu'on doit fournir. Oui. Et avoir ce coffre-fort, j'imagine que vous avez bien sûr mis en place, permet d'avoir, pendant 50 ans, vous me disiez. Oui, avec. Voilà, c'est solide. Oui, complètement, oui. C'est un vrai plaisir. Vous leur dites quoi, vos salariés, là, dans une heure? Vous avez déjà prévu ce que vous leur dites ou vous arrivez un peu en impro? Je pense qu'ils sont très attentifs par rapport à comment on va faire ce retour au bureau. Ah, vous voyez, on est dedans, là. On est dedans, là. Et donc, c'est les modalités qui soient toujours des volontaires, d'une façon progressive, parce que c'est très important, parce qu'il y a quand même des personnes, et il ne faut pas oublier, qui ne sont pas confortables en télétravail. Et donc, c'est surtout à eux que je m'adresse pour les prochaines communications, de voir comment on va faire d'une façon assez conséquente ce retour au bureau. Carlos Fontelas de Carvalho, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, président ADP en France. ADP, c'est une très grande entreprise mondiale qui fournit notamment, mais pas que cela, mais notamment des bulletins de paie. 3 millions de bulletins de paie sortent de chez vous par mois. À des très gros clients. Merci d'être venu nous rendre visite. Ça va vous concerner, ça concerne en tout cas votre DRH. Dans Smart et Réglo, qui est notre rubrique juridique, on s'intéresse aux congés payés. C'est une question que posent souvent les salariés. Ça s'est un peu complexifié avec cette période Covid où on était en chômage partiel. À quel moment les prendre? Peut-on les prendre quand on le souhaite? On en parle tout de suite avec un expert juridique. Smart et Réglo, un focus juridique comme chaque jour avec un avocat, avec un expert juridique et juriste. Christine Robat, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes experte RH chez SVP Information Décisionnelle. C'est très intéressant, d'ailleurs vous reviendrez souvent peut-être dans nos débats puisqu'on parle beaucoup de RH. Les congés payés d'une manière générale, avant qu'on ouvre la fenêtre Covid, c'est parfois un casse-tête pour le salarié parce que quand il arrive dans une entreprise, il ne sait pas s'il peut prendre des semaines comme il le veut, il ne sait pas dans quel délai il doit les prendre. Comment ça marche? Quelles sont les règles, les cadres fixés par la loi en matière de congés payés? D'abord, pour commencer. Alors, pour commencer, effectivement, les congés payés, c'est un petit peu complexe. Les salariés acquièrent 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois dès l'embauche. La loi travail a assoupli en permettant aux salariés de prendre ces congés payés dès l'embauche, mais bien sûr sous réserve que l'employeur soit d'accord. Ça, c'est une obligation. L'employeur doit donner son autorisation. Absolument. On ne prend pas ses jours quand on le veut. Non. On est d'accord. Il y a un débat très important, notamment sur ces entreprises de médias ou de production avec du flux. Comment ça se passe? Est-ce que l'employeur peut imposer des temps de congés payés? Alors effectivement, l'employeur peut imposer les congés payés. Bon, il faut quand même rappeler que dans la plupart des entreprises, c'est quand même les salariés qui sollicitent leur demande de congés et qui sont acceptés ou pas par l'employeur, bien sûr. Mais au regard de la législation, les obligations reposent sur l'employeur et il peut donc imposer les dates de congés payés à ses salariés. Après, il y a des règles, des obligations à respecter. Alors, il y a un débat dans l'entreprise que beaucoup, vous-même, avez vécu, peut-être vous qui êtes président ou DRH, des salariés qui n'ont pas pu prendre leur congé dans les délais, puisqu'en général, la plupart des entreprises, c'est date limite fin mai ou début mai. Et on dit, mais moi, il me reste encore 15 jours. On dit, j'ai une caisse de congés, c'est un peu l'expression qu'on utilise. J'ai une caisse de congés. Qu'est-ce qu'on fait de ces congés? Est-ce qu'ils sont perdus pour le salarié? Alors, ils ne sont pas forcément perdus. Si le salarié a été empêché de les prendre du fait d'un arrêt maladie, d'une maternité, d'un accident du travail, ou là, avec la période qu'on connaît, avec la crise sanitaire, l'activité partielle, c'est vrai que les salariés, éventuellement, peut-être pas pu prendre leur congé. Il faut quand même rappeler que pendant une période d'activité partielle, on peut prendre ses congés payés, c'est pas interdit. Mais si toutefois il reste un reliquat avant la fin de la période de prise, les fameux, les congés ne sont pas perdus. Ils sont reportés et ils seront pris sur la période de prise ultérieure. Il y a le débat des RTT qui viennent s'adjoindre. Il y a les congés légaux, puis il y a les RTT. Ceux-là aussi sont perdus, pas perdus. Comment ça se passe? Parce qu'il y a évidemment, avec la loi 35 heures, des jours de congés supplémentaires qui viennent s'additionner aux congés légaux. On les perd pas, ceux-là? Alors là, il faut voir ce qui est prévu dans l'accord d'aménagement du temps de travail. A priori, il ne devrait pas être perdu. A priori. Voilà. C'est souvent un sujet de tension quand même, ça. Oui, il faut voir effectivement le contenu de l'accord. Alors, on peut prendre donc des congés, vous l'avez dit, pendant des périodes de chômage partiel. Enfin, on est en chômage partiel, mais on peut prendre ses congés. Est-ce que suite à l'annulation d'un voyage, le salarié peut demander à reporter ses congés payés?
vous avez compris l'idée, je me fais un petit voyage d'une semaine ou de 10 jours, patatras, je ne peux plus y aller, Covid oblige, je décale tout, l'employeur dit non, vous avez fixé ces dates-là, on ne change pas. Alors, le salarié peut effectivement demander à reporter ses congés, à les annuler suite à l'annulation de son voyage, mais l'employeur n'est pas du tout obligé d'accepter une telle demande. Donc il peut obliger la personne qui ne partira finalement pas en voyage, qui restera à rester chez elle, à couper ses fleurs si elle en a, mais elle ne pourra pas décaler 10 jours, parce que d'ailleurs le voyagiste va lui dire je vous propose de décaler, donc ça l'oblige à reprendre 10 jours derrière. Absolument, l'employeur n'est pas obligé d'accepter. Est-ce que l'aide en matière de congés payés, pour certains secteurs, il faudrait peut-être dire qu'on les définisse, a été prolongée? Parce que le gouvernement repousse de mois en mois à la fois les aides, décale les paiements des cotisations, repousse le PGE. Est-ce que sur les congés payés, ça marche aussi? Alors, c'est vrai que l'aide qui a été instaurée pour aider certaines entreprises, alors effectivement, ce ne sont pas toutes les entreprises, ce sont celles qui ont eu une interdiction d'accueillir du public. Et il faut que cette interdiction, elle ait duré 140 jours au cours de l'année 2020. Restaurateur? Oui. Évidemment, la culture, on en parle beaucoup. Absolument. En fait, il faut que cette interdiction elle ait duré 140 jours au cours de l'année 2020. Et puis, ça peut aussi concerner ceux qui ont connu une baisse du chiffre d'affaires de au moins 90% pendant les périodes d'urgence sanitaire, c'est-à-dire entre le 24 mars et le 10 juillet. D'accord. Et puis à nouveau depuis le 17 octobre. Donc on refait tourner évidemment cette aide, initialement, concernait les congés payés du 1er janvier au 20 janvier. Mais comme le décret est sorti très tardivement, fin décembre, ils ont effectivement prolongé cette aide pour que ça concerne les congés payés du 1er janvier au 7 mars. On n'a pas de chiffres, on ne sait pas combien il y a de congés payés à prendre. J'imagine qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas pris leurs congés et qui ont laissé filer leur activité partielle sans les prendre. Oui, probablement. Mais... Je pense qu'il y a beaucoup de congés à prendre et ça pose une question d'ailleurs pour le flux d'une entreprise. Oui, et alors, cette aide par contre était limitée quand même à 10 jours de congés payés. Ah, ça c'est important. Avant de nous quitter, Christine, une chose qui paraît totalement évidente, presque biblique, on a le droit, en dehors des RTT, à combien de congés payés légaux? Alors, on en acquiert 2,5 ouvrables par mois. Ce qui fait au total combien? Ce qui fait au total, si on n'est pas absent du tout, ou si on est absent mais que c'est une absence assimilée à du travail effectif, on en acquiert 30 ouvrables, c'est-à-dire 5 semaines. Donc, 5 semaines de 6 jours. 5 semaines de 6 jours, ce qui fait bien donc les 5 semaines de congés payés, sur lesquels viennent s'additionner quoi? 10 jours, 11 jours? C'est quoi l'addition des RTT? Ça peut aller jusqu'à combien? Ça dépend. Si vous avez une entreprise qui est restée par exemple à 39 heures, ça fait à peu près 24 jours RTT dans l'année qui s'ajoutent bien sûr aux 30 jours de congés payés. Donc 54 jours de congés qui sont bien séparés. Hein. Les RH séparent bien le congé payé des jours de RTT. On est bien d'accord. Merci Christine de nous avoir éclairé. On y voit un petit peu plus clair sur ces congés payés. En tout cas, il y a quand même des obligations de l'employeur, mais aussi vous avez l'obligation de l'informer. Et il n'est pas obligé d'accepter vos dates. On est bien d'accord? Absolument. Non, parce que ce sont des sujets de conflit. Vous n'avez pas à me refuser mes vacances. Si, l'employeur peut refuser les vacances. L'employeur peut refuser. Après, il a un délai de prévenance. On n'en a pas parlé, mais légalement, il doit prévenir au moins un mois avant. Un mois avant, absolument. En fixant les dates. En fixant les dates. D'accord. Et une fois que le salarié est prévenu un mois avant, que les congés de Noël seront pris de temps à temps, il n'y a pas de possibilité de pouvoir les contourner. Non. Bon, eh bien, écoutez, merci pour cet éclairage sur les congés payés dans une période où on pense à l'été, mais pas trop encore, parce qu'on a quand même la tête dans le Covid, évidemment, et dans les incertitudes de cette période. Merci Christine Rebat, juriste expert RH chez SVP Information Décisionnelle. Je ne sais pas comment ça se passe chez les avocats, mais vous savez, on a tous eu le trac, le petit nœud au ventre pour faire une présentation, c'est un peu la pression. On en parle avec Fanny Griesmer, vous allez voir, elle n'a pas le trac, elle, pour le coup. La pause café avec Fanny Griesmer, je l'ai fait beaucoup rire. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Vous êtes un peu traqueuse, vous? Oui, en temps normal, oui. En temps normal, vous n'êtes pas traqueuse sur ce plateau? Non, avec vous, non. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On se connaît bien maintenant. On commence à se connaître, mais en effet, je vous le confirme. Vous nous parlez d'un sujet quand même, on en sourit, mais qui est un sujet extrêmement dur pour des collaborateurs qui ont des qualités, ont des capacités, mais qui sont totalement fermés, verrouillés, la boule au ventre. C'est l'horreur. Ah, pour eux, oui, ils vivent un vrai moment. Ah, c'est l'enfer. Douloureux même. Alors c'est vrai que qui n'a jamais d'appréhension avant de monter sur scène, d'avoir un entretien d'embauche aussi, d'animer une réunion, peut-être d'être en studio face à vous, Arnaud. La glossophobie.
la peur de parler en public. Allez, paf. Ne pas confondre avec la glottophobie dont on parlait, le rejet de l'accent. La glossophobie, c'est l'une des peurs les plus répandues. Avant de vous lancer, le stress monte, vous vous sentez mal. La gorge. Bref, vous avez le trac. Rassurez-vous, c'est tout à fait naturel, c'est fondamentalement humain. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas s'en débarrasser d'un coup de baguette magique. En revanche, il existe des techniques pour l'apprivoiser, le maîtriser, le surmonter. Et ça, c'est la bonne nouvelle quand même. C'est quoi exactement le trac? Je le décrivais par la boule au ventre, la gorge, les chaleurs, on est blanc, on est rouge. C'est exactement ça. Avoir le trac, c'est ressentir un certain stress ou un stress certain. Symptômes assez classiques, boule au ventre, dans la gorge, la sensation que le sol se dérobe sous vos pieds, des tremblements, parfois c'est les muscles qui sont très tendus, des bouffées de chaleur, les mains moites, le cœur qui s'emballe, des sensations en général légères et passagères, plus fortes chez certaines personnes, celles qui sont les plus émotives généralement. Mais c'est en fait, le trac nous échappe, c'est en fait un véritable bouleversement émotionnel que vous vivez et qui échappe à toute tentative de raisonnement. Vous pouvez avoir le trac devant 2 personnes comme devant 100 personnes, on ne sait pas pourquoi. C'est souvent parce qu'on va prendre la parole en public. Pourquoi on a le trac lorsqu'on prend la parole en public? C'est quoi? Souvent on nous le dit, c'est la peur du regard, du jugement? C'est exactement ça. Alors déjà, le problème du trac, c'est qu'il survient dès lors qu'on oublie l'essentiel, c'est l'échange ou le message qu'on veut faire passer. C'est terrible. Et que l'on se focalise sur la forme ou l'enjeu. Vous passez un entretien d'embauche, forcément, vous vous concentrez sur est-ce que je vais avoir le poste. Et c'est là d'où vient le stress, tout simplement parce que votre cerveau perçoit la situation comme un danger, comme une menace. Pendant l'exercice, ou plutôt l'épreuve que vous allez devoir surmonter et affronter, vous allez vous retrouver au centre de l'attention. S'exposer au regard de l'autre comporte un risque d'échec ou pire, de jugement, ne pas plaire, ne pas être apprécié, ne pas être à la hauteur, mal faire. Alors c'est plus fort que vous anticipez et forcément, c'est négatif. Le trac, on le dit au théâtre, pour ceux qui font du théâtre ou qui en ont fait en amateur, il y a aussi le trac positif, il existe, il doit être là. On nous dit souvent, si tu n'as pas le trac, ça peut même être c'est pas bon signe. Utile, effectivement. Celui qui galvanise, c'est important de le dire. Qui paralyse. Le trac, c'est avant tout un signe de motivation, l'envie de bien faire. Une marque de respect aussi, parfois pour l'auditoire. On pense notamment à ces étudiants qui viennent à un examen les mains dans les poches. Généralement, c'est pas forcément bien vu. Oui, c'est clair. Alors, sachez aussi qu'en fait, votre cerveau essaye de vous aider. Si sa réaction à la situation n'est pas clairement agréable, elle est en revanche très utile. Tout d'abord parce qu'elle n'a pas vocation à durer. Généralement, le trac s'estompe au bout des premiers mots. Les 30 premières secondes, on va dire. On l'espère pour vous en tout cas. Et il mobilise aussi l'intégralité de vos ressources cérébrales, adrénaline, rythme cardiaque. En fait, ça va vous donner un véritable coup de boost pour que vous soyez vraiment bien présent au bon moment. Et effectivement, vous le disiez, on parle de ces acteurs, de ceux qui foulent les planches régulièrement. Les acteurs se méfient du fait de ne plus avoir le trac. Là, ils n'ont plus le trac en ce moment. C'est un petit peu dangereuse, vous n'êtes pas forcément amené à donner le meilleur de vous-même. On pensera d'ailleurs à cette formidable réponse faite par Sarah Bernard, la grande Sarah Bernard, à une jeune comédienne qui traquait. Non, qui ne traquait pas. Qui était trop à l'aise, exact. Peut-être qu'elle se contentait du fait de ne plus avoir le trac. Trop sûre d'elle. Voilà, trop sûre d'elle. Ne vous en faites pas, cela vient avec le talent. Donc, si vous avez le trac, rassurez-vous, c'est que vous en avez. Alors trois conseils pratiques. Voilà, 3 petits conseils. Déjà, le premier, préparer. C'est vrai que ça peut paraître assez évident. Vous êtes confronté à une situation que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc, le meilleur moyen d'y remédier et de se prémunir de ce danger, c'est de maîtriser son sujet, réviser, relire, approfondir, répéter et surtout s'entraîner. La règle est simple. Plus on se prépare, mieux on improvise. Et improviser, ça peut être plutôt utile, surtout quand vous avez des trous de mémoire. Le conseil numéro 2, la visualisation positive. Vous imaginez votre réussite
personnellement, je le pratique. Vous fermez les yeux. Elle est très forte d'ailleurs. Hein. Vous jouez la scène. Vous êtes calme, serein. Le débit de parole parfait. Le public est conquis. Un exercice très rapide, très simple à mettre en place et surtout très efficace. Vous vous lancerez dès lors dans les meilleures conditions, beaucoup plus efficace que si vous imaginez le pire. C'est un peu le souci du track. Hein. De toute façon, le track, c'est avant et vous imaginez, vous forcément. posez 1000 questions. Et si on monte l'escalier 1000 fois. Et si je ne suis pas à la hauteur. Et si. Bah oui, mais vous n'y êtes pas encore. Donc vous ne pouvez pas savoir. Le dernier conseil, le plus important. Très important, respirez. Et oui, c'est un calmant naturel. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on l'a tout le temps sur soi. Une respiration particulière. Alors, vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes, vous faites ça pendant 5 minutes environ. Ça va vraiment redescendre votre les battements cardiaques, exactement. Voilà, ça joue sur l'anxiété, sur le stress. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est un outil très, très efficace. Mais oui. Vous pouvez le pratiquer n'importe où, n'importe quand, et notamment juste avant de rentrer sur scène, de rentrer en salle de réunion. Plusieurs techniques existent. Hein. Moi, je vous conseille surtout de dédramatiser. Hein. Vous ne jouez pas forcément votre vie lors de votre prestation, lors de votre réunion. Et puis, voilà, essayez un tant soit peu de vous détendre, respirer. Tout va bien. Merci Fanny. On a appris un nouveau mot de vocabulaire. Elle respire bien. Fanny, elle n'avait pas le trac et en plus, elle a du talent pour répondre à Sarah Bernard. Donc, c'est vous dire les qualités. On fait une petite pause. Bah oui, évidemment. Moi, je vais essayer de respirer un petit peu pour accueillir mes invités. J'ai pas le trac non plus, mais je suis très heureux de vous présenter notre débat, comme chaque vendredi, les experts de Smart Job. On va s'intéresser aux chiffres du chômage. Ça, c'est la note de l'INSEE, une note en trompe-l'œil. Puis, on va s'intéresser au non-confinement. C'est le pari d'Emmanuel Macron, avec des transferts de malades de l'Île-de-France vers d'autres régions pour le maintien de l'économie et de l'emploi. On fera le point et on fait le point dans quelques secondes avec mes invités. Restez avec nous. Le cercle RH avec mes invités qui piaffent d'impatience de débattre des sujets de l'actualité, les experts de Smart Job. On va parler aujourd'hui d'une note de l'INSEE. Vous avez vu, Bruno Le Maire dit que les chiffres du chômage sont pas mauvais, qu'on a détruit moins d'emplois que prévu, que l'économie va pas si mal. Et c'est vrai que la note de l'INSEE matine un petit peu la méthode Coué du ministre de l'économie. On va faire le point. Puis il y a le débat sur le non-confinement, le pari du président de la République, quand même avec des transferts de malades qui vont partir d'Île-de-France vers d'autres régions. Est-ce qu'il a fait le bon choix? Est-ce que c'est un pari risqué? Évidemment, c'est une question importante. 3 invités sont avec moi. Benoît Serre, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous allez bien. Vous êtes vice-président de l'Association nationale des DRH et vous êtes un des senior partners, ou le senior partner, je ne sais pas. Il y en a plusieurs. Oui, au BCG, au Boston Consulting Group. Jean-Michel Garrigue est avec moi, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés. Merci d'être avec nous, Jean-Michel. Et puis Jonas Haddad, vice-président de la Fondation Concorde, et vous êtes avocat. Avant de regarder les chiffres de l'INSEE, juste une question tour de table. Vous avez vu qu'il y a des manifestations, là, des théâtres commencent à être occupés, notamment le théâtre de l'Odéon, avec des techniciens, avec des artistes, avec des comédiens. Est-ce que vous les soutenez, Jonas Haddad? Alors, paradoxalement, je peux te dire ça comme ça, mais oui. Parce que je trouve qu'en réalité, on l'a dit, il y a même des études assez récentes qui l'ont démontré, si on avait mis une jauge convenable dans certains lieux de culture, ça aurait pu tenir, et ce n'est pas des lieux qui sont propices à la contamination tant que ça. Pasteur sort une étude aujourd'hui qui dit qu'il n'y a pas de problème. Pasteur. Oui, et donc en fait, il y a quand même toute une économie de la culture. La France, c'est aussi la culture en tant que telle. Je pense notamment à ce qui se passe en région parisienne. Donc en fait, je les comprends. Après, il y a des agissements, les occupations, etc. Moi, je ne soutiens pas. Dès que ça sort du cadre légal, vous imaginez bien que je le soutiens pas. Il y a un petit théâtre 68, comme ça, on est à Odéon. Voilà, mais sauf que là, pour le coup, je comprends leurs difficultés. Et leur impatience. Et leur impatience. Et puis je me mets aussi du côté des contribuables. Puisque de toute façon, lorsqu'on donne des aides à des gens qui ne sont pas au travail, il y a bien des gens qui vont devoir les payer, ce sont nos contribuables. Et donc je pense qu'on aurait pu évoluer, ça fait environ 3 mois que je le dis, que ce soit sur les théâtres, sur les cinémas, en mettant des jauges qui sont convenables. On m'a dit, mais il y a des queues à la sortie des théâtres. Oui, enfin, vous regardez les soldes. C'est l'argument de la ministre. Pendant les soldes, il y avait des queues. C'était même pas des queues, c'était des ruées vers les soldes. Donc, ça tient assez mal. Jean-Michel Garrigue, Benoît Serre, vous en pensez quoi? Parce qu'il y a un débat autour de l'économie, puisque notre émission concerne l'économie et les emplois. Ce sont des salariés, des musiciens qui disent, mais attendez, on respecte les distances, on peut jouer, on peut même faire du plein air, on peut penser. Le modèle culturel n'a pas été pensé. C'est toujours le même sujet depuis des mois, espèce d'incompréhension générale. C'est-à-dire que
Je les comprends, évidemment, comme n'importe qui. Ils sont bloqués, ils peuvent pas faire leur métier, ils peuvent pas gagner leur argent, leur vie depuis des mois, puis même sur un plan de fond, quoi. Coup de pouce aux intermittents, il faut le préciser. Oui, de nouveaux coups de pouce. mais tout ça, c'est des perfusions. C'est pas. Voilà. Le sujet de l'incompréhension, il s'est installé. Alors, vous rajoutez à ça de la crise psychologique qui vient rajouter des couches, mais le sujet de l'incompréhension, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on autorise des gens à s'entasser dans des métros et qu'en même temps, ils ne peuvent pas aller au théâtre. Enfin, c'est ça qu'on ne comprend pas. Ah oui. Il y avait une très bonne image sur Internet. Sur Internet, il y a du bien et du moins bien, mais là, c'était une image, j'envoyais une image d'un avion blindé de gens avec des masques et à côté, un théâtre vide. C'est vrai. Alors qu'une pièce de La voix, théâtre cette image. peut durer moins de temps qu'un vol Paris-Canberra. Avec un Donc, spectateur sur deux, avec des jauges. Voilà. Je pense que c'est à la fois une lassitude, une exaspération, une tristesse de ne pas pouvoir exercer son métier et puis une incompréhension générale. Mais juste pour prolonger, parce qu'il reste dans le débat, on sent quand même une montée à travers ces événements d'occupation de théâtre, une exaspération qui monte, c'est-à-dire un taux d'acceptabilité on est vraiment au bord de la rupture. Et on peut parler des banlieues, on peut parler de ce qui se passe dans certains quartiers de banlieue où la Seine-Saint-Denis a des occurrences très très fortes aujourd'hui de contamination. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous allez voir mon sens du lien. C'est directement en lien avec ce que vous avez dit, Arnaud, tout à l'heure, à propos de la position du président de la République. Là, vous nous ouvrez le chapitre 2. Ouais. Je pense qu'en fait, tout ça est lié, on en avait parlé lors d'une émission précédente, à la tétanisation du pouvoir face au risque d'explosion sociale. On a bien vu qu'on a accusé le président de la République d'être soumis au diktat des blouses blanches, c'est ça. Des scientifiques, etc. Et donc, que la France a été guidée, en fait, pendant toute l'année 2020, par le Conseil scientifique, médical, et M. Delfrécy, qui a un peu disparu des écrans radars, vous l'aurez remarqué. Qu'on ne voit plus du tout. Eh bien, alors même que tout le monde, y compris le Premier ministre, s'attendait à ce que le président de la République décide d'un troisième confinement, il a pris tout le monde de court en disant non, en faisant confiance au sens de la responsabilité des Français. Et du coup... eh bien, ça marche moyennement, les chiffres le montrent. Ça marche moyennement. On voit bien que de plus en plus de gens ne respectent pas les règles de couvre-feu, par exemple. Que parallèlement, on le voit aussi, la pandémie continue sa croissance. Les variants ne cessent de se multiplier. On annonce maintenant des variants autres qu'anglais qui se développent partout. Brésiliens, africains. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on transfère des dizaines de malades vers... J'écoutais ce matin en venant un professeur des Hauts-de-France qui disait que plusieurs de ces malades partaient en Nouvelle-Aquitaine via des TGV de la SNCF dûment équipés. On a vraiment l'impression qu'on est sur le fil du rasoir. C'est ça. Qu'on est sur une ligne de crête et que, avec un peu de chance, on va rester du bon côté. Donc il a acheté une pièce. Avec un peu de malchance, on va basculer du mauvais côté. Et à ce moment-là, je ne vois pas comment on pourra faire l'économie d'un troisième confinement. On va parler des chiffres du chômage, mais on est sur la séquence Emmanuel Macron et choix politique. Comment vous le regardez, ce choix ? Parce que là, aujourd'hui, dans un premier temps, les Français ont dit ouf, il faut le dire. Les Français ont dit, et vous le disiez sur ce plateau, les confinements territorialisés, c'est une bonne nouvelle. Et puis là, au même moment, et dans le même temps, des éditorialistes expliquent, attendez, est-ce que c'est un bon choix ? Est-ce que c'est un choix politique dangereux ? Est-ce que le président met en danger les Français ? Moi, j'ai entendu Bruno Le Maire qui dit, mais il faut que l'économie continue à fonctionner, il faut que les écoles soient ouvertes, il faut que les salariés puissent avoir du travail, il faut qu'on crée de la richesse. Quel est votre point de vue, à la fois comme citoyen et puis comme membre de la Fondation Concorde ? Mon point de vue, c'est que en fait, tout ça aurait pu se régler avec la vaccination. Et donc, en fait, dans une équation, mais trop lentement. Et donc, en fait, à partir du moment où on a pris le pari de ne pas reconfiner, mais qu'on n'a pas mis le paquet sur la vaccination, on a une équation qui n'est pas équilibrée. Tous les autres pays qui ont fait ces choix ont mis le paquet sur la vaccination. On commence à voir des pays qui rouvrent totalement leur économie et leur activité parce qu'ils ont vacciné une partie importante de la population. Je pense à Israël, notamment, qui est très en avance. Je pense à d'autres pays, même d'autres pays européens. C'est-à-dire que très souvent, on prend cette comparaison, on se dit, bon voilà, c'est un autre pays, c'est plus petit, etc., etc. Mais en réalité... Tous les autres pays européens sont en avance. Le nombre de touristes qui vont à Madrid, de touristes français qui vont à Madrid plutôt que de faire travailler notre économie parce que nous sommes en retard sur la vaccination, il explose également. Donc en fait, on a des débats ésotériques sur la nature du risque qui a été pris, etc. Est-ce qu'on a mis en danger ou pas ?
La réalité, c'est qu'il fallait mettre le paquet sur la logistique et la vaccination et que ces débats ésotériques n'auraient pas lieu. Regardez ce qu'a dit Bruno Le Maire. Fanny va mettre cette petite phrase parce que Bruno Le Maire s'est exprimé dès lundi dans une forme de méthode Coué en expliquant qu'on avait évoqué la destruction de plus de 800 000 emplois. Il n'y en a eu que 323 000, c'est le chiffre exact, il cite 320 000. Benoît Serre, je vous vois sourire parce qu'avant qu'on retrouve cette petite phrase, voilà, l'emploi souffre moins que ce qui avait été anticipé. 320 000 emplois perdus, c'est 3 fois moins que ce qui avait été anticipé. Il évoquait plus de 850 000 emplois dans les prévisions. Je vous ai vu sourire. Le chiffre exact de l'INSEE, de la note, c'est 323 000 emplois, avec le détail suivant, 284 000 emplois salariés du privé, puisqu'il y a aussi les emplois du public. Je vous ai vu sourire. On est dans du trompe-l'œil, on est dans une méthode Coué. Quand on parle à des décideurs, ils vous disent si, non, ça tient, les boîtes elles tiennent, tout roule. Les boîtes elles tiennent parce que la moitié de l'économie est sous perfusion. Le moment de vérité, moi je le prévois plutôt en septembre. On évoquait mars, rappelez-vous. Oui, mais là, on oublie. C'est quand on va débrancher tout le système de perfusion que forcément les boîtes vont commencer à tirer des conséquences de ce qu'ils auront vécu pendant un an et demi. C'est là où on va voir la vraie facture sociale de tout cela, qui va, je le crains, mais peut-être que je suis oiseau de mauvais augure, je souhaite qu'une chose, c'est de me tromper, c'est que septembre, ça va correspondre à peu près au lancement de la campagne présidentielle, ça va générer des tensions sociales importantes. Je ne vous cache pas, et là c'est la NDRH qui parle, qui superpose. On a du mal à comprendre cette espèce d'obsession à vouloir mettre en place la réforme de l'assurance chômage, que personne ne comprend en fait. Personne ne comprend pourquoi on vient rajouter 10 kilos dans le sac à dos qui est déjà sacrément lourd. Alors je me dis, espérons qu'il ne va pas leur passer par la tête l'idée de faire le même coup en septembre sur la réforme des retraites, parce que là c'est fini. Mais attendez, Jonas Haddad et Jean-Michel Garrigue, on sera à 1 an de l'élection présidentielle, et comme toute élection présidentielle, les candidats, c'est le concours Lépine. Ils vont sortir un programme dans un contexte de sortie de crise où les entreprises vont commencer à être essorées. Si dans les programmes, il y a réforme des retraites, réforme de l'assurance maladie, enfin réduction des déficits, puisque c'est une ancienne qu'on a à chaque campagne, enfin comment vous regardez cette... C'est un casse-tête pour Je pense que justement, cette campagne présidentielle qui va s'amorcer va être très particulière. Ah oui. Et pour avoir discuté avec un certain nombre de candidats putatifs, notamment à droite et au centre, ce qu'ils me disent, c'est qu'en fait, ils vont se concentrer sur 5-6 thématiques prioritaires. Bien sûr. Et qu'ils n'iront pas forcément creuser des... Alors, c'est problématique pour notre économie, hein, bah ouais. mais ils ne vont pas creuser... On ne touche pas aux réformes. Voilà. Bah oui. Donc, ils vont plutôt être sur des sujets régaliens pour certains, mais bien sûr. des sujets sociétaux, en disant, voilà, en attendant, on met tout ça sur le couvercle, etc. Donc ça, c'est une première difficulté. Et Bruno Le Maire, comment vous regardez cette méthode Coué? On dit que l'économie, c'est la confiance. Le ministre fait des plateaux, des interviews, il dit, les entreprises tiennent, c'est grâce à ce qu'on a fait, c'est grâce à notre modèle, Jonas. Mais factuellement, c'est ce qu'il dit. Mais factuellement, elles tiennent, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a été à 35 000 faillites, alors qu'à l'habitude, on est à 70 000. Donc, par nature, oui, statistiquement, elles tiennent. Mais la question, c'est comment elles tiennent. Donc, en fait, voilà, on est en soins palliatifs. On est en soins palliatifs, en réalité. Le ministre de l'économie, il peut dire que ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre? Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la statistique des emplois non créés. C'est et ça. là, tout d'un coup, les 323 000 se transforment en 500 000. Jean-Michel Garrigue, je vous soumets ce petit chiffre qui est un peu inquiétant. Il y a tous les demandeurs d'emploi qui avaient disparu des radars de Pôle emploi parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait plus de travail, période Covid. Regardez ce chiffre, 196 000 demandeurs d'emploi vont de nouveau revenir sur le marché de l'emploi, se réinscrire à Pôle emploi, donc mécaniquement faire progresser. Aujourd'hui, on est à 8% d'un taux de chômage qui est finalement un trompe-l'œil. On va passer à 8,5 et avec ces 196 000, vous imaginez qu'on va repasser au-dessus. En attendant, évidemment, septembre. Comment vous regardez cette méthode? Alors, vous allez me dire, c'est traditionnel d'un ministre de l'économie, il ne va pas dire mon pays s'effondre, c'est la crise absolue, ça va sans dire. Mais vous êtes inquiet, vous aussi, de ce mois de septembre et d'une élection présidentielle qui démarre, avec des candidats qui vont dire, mais dans quel état, pour celui qui gagnera, dans quel état je récupère le pays? C'est ça la question. Alors, deux choses. D'abord, sur la statistique que vous avez citée, vous avez remarqué qu'au cours de l'année 2020, en fait, elle recouvre des réalités quantitatives assez différentes. Les chiffres ont augmenté et diminué selon les confinements. Il y a eu une véritable embellie pendant l'été, on va dire à partir du mois de juin. Évidemment, au dernier confinement du mois de novembre, les chiffres se sont à nouveau dégradés parce que mécaniquement, il y a un certain nombre d'emplois qui ont été supprimés. Mais je partage tout à fait l'avis de mes deux interlocuteurs présents sur le plateau. Le mois de septembre, la rentrée, sera évidemment terrible. Pour dire aussi un mot... Permettez-moi, terrible aussi pour les candidats qui vont cogiter à l'idée de renverser la table. Ils ne peuvent pas la renverser. Le pays est à genoux. Alors, non seulement ils ne peuvent pas la renverser, mais la pandémie
a eu la peau de la planification en entreprise. Vous savez, les plans faits à 3 ans, à 5 ans, etc. Chaque semaine, ça changeait. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes rentrés tant en entreprise qu'au niveau de la politique nationale dans la stratégie bien connue du doigt mouillé. Et je ne vois absolument pas... Enfin, malheureusement, il y a des électeurs... Ça ne s'apprend pas dans les écoles, ça, le doigt mouillé. C'est comme ça, quoi. Il y a des électeurs qui croiront au programme que vont définir les candidats à la prochaine élection présidentielle. Enfin, tous ceux qui ont un peu de jugeote sauront que ça n'a vraiment absolument c'est aucune évident, réalité. c'est évident. Et pour reprendre ce célèbre adage, les promesses des hommes politiques candidats à l'élection présidentielle n'engageront que ceux qui les écoutent. Vous avez vu Green Seal, le fonds britannique là, qui indique qu'il va mettre la clé sous la porte. C'est celui qui avait racheté la sidérurgie, Ascoval, Dunkerque. Inquiétant, pas inquiétant, parce que ça avait été un grand débat sur le patriotisme économique en France. Il faut garder nos entreprises. C'était un fonds britannique. Ce fonds britannique met la clé sous la porte. Bruno Le Maire l'a aussi dit, nous serons derrière les salariés, on va abandonner personne. Bon voilà, il y a un moment où le jeu va s'arrêter. C'est compliqué quand même. D'abord tout ça coûte des milliards. Bien sûr. On sait bien qui c'est qui va les payer, on sait qu'à la fin c'est nous, mais on ne sait pas quand ni comment. L'affaire vous savez, de Carrefour avec la boîte canadienne, où tout d'un coup, un ministre qui vient empêcher que 2 entreprises totalement privées, qu'elles interviennent fassent leurs affaires. Dont l'État est actionnaire, on peut l'entendre. Mais donc, si vous voulez, tout ça, je comprends, parce que ça envoie des éléments de réassurance à l'ensemble d'une population française et internationale perturbée par la crise et qui se dit l'État veille sur nous. On sent que c'est la stratégie choisie. Mais ça n'a pas de réalité économique durable, cette affaire-là. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Et dire que l'État va protéger, prendre en charge, etc. Regardez, le dossier Bridgestone était intéressant pour ça. Le truc a pris feu. On a été plusieurs à dire calmez-vous, on va rentrer dans la négociation sociale, mais vous verrez qu'à la fin Bridgestone fermera, mais avec des modalités de protection des salariés. Et ça a fermé. Mais ça, c'est la vie normale des boîtes. Bosch, qui est mis en avant aujourd'hui. Ça se passe comme ça, ça se passe toujours. Voilà, qui dit mais nous on fait les injecteurs de diesel. Non, mais ça ne veut pas dire que ça se passe mal. C'est-à-dire les salariés qui sont victimes de ce temps de transformation économique sont protégés, et fort heureusement, et c'est très bien. Mais ça se passe toujours comme ça. Vous ne pouvez pas aller contre. On avait Jean Arthuis là, qui va remettre un rapport sur la dette qui est intéressant, parce que ça, c'est un gros sujet. Et d'ailleurs, de réflexion, j'imagine, des candidats à l'élection présidentielle, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait cette dette? Il le remet le 18 au Premier ministre. Il nous a dit hier, sur le plateau, il y a quelques jours, moi, la dette, écoutez bien, je la fais rouler. Et donc, c'est l'expression d'un ancien ministre. On la roule. Et donc, on la roule combien de temps, cette dette? Alors, vous avez vu qu'il s'est fait battre sur le fil, si je puis dire, par le commissaire général au plan, M. Bayrou, qui a sorti une note de 16 pages. C'est tout à fait exact. Avec ses propres propositions, juste avant que la remise Jean Arthuis s'exprime. Et avec exactement les mêmes propositions, donc quand même, le caractère original ne va pas vous échapper. Vous allez être estomaqué par ça. On ne rembourse rien pendant 10 ans pour que la France se remette en état, et ensuite, pendant 30 ans, on rembourse à hauteur de mémoire de 25 ou 30 milliards par an. Mais, donc il faudra 2000 ans, quoi. Exactement. C'est de dire, on se laisse, donc on la paye pas, cette dette. On se laisse 10 ans de marge, voilà. Et puis ensuite, on la rembourse pendant 30 ans. Mais uniquement la dette dite Covid, enfin, et tout ce qui est lié. Toute la dette normale française, qui est déjà particulièrement lourde, il faudra aussi continuer à la rembourser. 186 milliards, je crois, la dette Covid. Vous en pensez quoi, Jonas Haddad? Fondation Concorde, elle dit quoi sur la dette? C'est un vieux sujet de campagne présidentielle. Cette dette, elle affaiblit nos États. Il faut la régler. C'est les obligations de Maastricht. Ça, c'était en temps normal. En sortie de Covid, qu'est-ce qu'on dit là? Alors, on dit 2 choses, notamment à la Fondation. La première chose, c'est qu'il faut regarder la dette publique et la dette privée. Autant la dette publique nous inquiète, mais on sait qu'avec tous les rapports et parfois les rapports qui s'empilent sur les tables des ministères, en réalité, l'État va jouer plus ou moins son rôle. Ce qui nous fait extrêmement peur, c'est l'endettement privé, puisque en fait, ça veut donc dire que les boîtes qui vont s'endetter n'auront pas de capacité d'endettement complémentaire pour pouvoir investir et donc pouvoir se développer et gagner de la compétitivité. Elles sont au taquet, déjà. Voilà, et donc dans une économie qui est mondialisée, si vous n'avez pas d'investissement pour améliorer votre compétitivité, vous êtes en difficulté, et ça nous fait aussi peur, voire peut-être plus, que l'endettement public. Deuxièmement, concernant les transformations, ce qu'on peut dire quand même, c'est que évidemment les candidats à la présidentielle
n'auront pas d'énormes marges de manœuvre. En revanche, ils devront prendre en compte l'accélération de la transformation de notre modèle social. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'avec la numérisation très profonde qui s'est passée pendant la période Covid, on ne pourra pas aborder le monde de l'emploi comme le monde de l'emploi de l'époque, qui avait une unité de temps, une unité de lieu. Le fameux monde du travail des syndicats classiques qui revendiquaient. Voilà, on a changé. On n'était pas dans la même boîte. On ne sera plus dans la même boîte toute sa vie. On aura, tout ça est dérégulé. On aura 10, 14 jobs potentiellement. Et c'est beaucoup quand même, hein, Jonas. 10, 14. C'est pas mes chiffres en tant que tel. Hein. C'est pour les générations qui viennent sur le marché du travail aujourd'hui. Wow. C'est environ 10, 14 jobs qui sont évalués. Voilà. Vous en pensez quoi, Benoît Serre, sur à la fois notre dette, à la fois le monde du travail de demain, la NDRH. Alors vous parlez des seniors, je voulais le préciser, je ne l'ai pas dit, non, mais dans carrière et entreprise, entreprise et carrière, un papier intéressant sur les seniors, parce qu'on n'en parle jamais. On parle des jeunes, mais on ne parle jamais de ces 1 million de seniors qui sont sur le carreau. La dette, elle est quand même préjudiciable. Il va falloir un jour ou l'autre la régler, cette dette. Mais il y a des créanciers, il y a des banques quand même derrière. Hein. C'est ce qui inquiète tout le monde, et le concours Lépine des mauvaises idées a commencé. Alors on fait payer un tel en fonction des pouvoirs politiques qui s'expriment. Mais je pense que le volume de la dette, il pose aussi une autre question, qui est celui de la réforme. Parce que, je prends l'exemple, j'ai déjà pris sur le plateau, des fameux 30 milliards de dettes de réforme du régime des retraites. Ça fait 1 an qu'on a balancé 500 milliards dans la nature. Comment vous voulez le corps social accepte ou comprenne ou admette l'idée que c'est très grave d'avoir 30 milliards, même si c'est grave. C'est vrai, vous avez raison. Alors qu'en même temps, on a craqué 500 milliards qu'on va rembourser dans 10 ans. Enfin, je pense que, je ne sais pas si ça va passer, mais je pense que ceux qui vont être candidats à la présidence de la République, ils ont un petit côté maso, parce qu'ils vont se retrouver quand même à devoir faire nécessairement des réformes dans une configuration sociale qui va les rendre encore plus impossibles. Vous savez qu'en France, on n'est pas les meilleurs pour réformer. Le deuxième point sur le futur du travail, ce que vous dites est vrai, sauf que c'est une accélération de ce qu'on connaissait déjà. C'est vrai. En fait, il y a une formidable accélération de ce qu'on savait déjà. Covid accélère. C'est un peu l'avantage peut-être du Covid, si on doit lui en trouver un, c'est que tout d'un coup, les entreprises n'ont plus le choix. Il va falloir qu'elles basculent dans le nouveau monde très fortement. Elles sont en train de basculer là. Et là, nous, ce qu'on dit à plusieurs reprises, on a écrit un article là-dessus, c'est de dire, attention, il va falloir que tous les acteurs prennent le relais de cette affaire-là. Les entreprises, évidemment, se transforment, mais ce n'est pas les seuls. Les partenaires sociaux. L'État, parce que sinon, on a la législation du travail du monde d'avant dans le monde d'après, et puis les partenaires sociaux. Et vous avez observé une chose qui est assez intéressante. Premier confinement, on avait des droits d'alerte partout, des manifs dans tous les coins. Deuxième confinement, zéro. Parce que le dialogue social s'est passé au niveau du terrain. Donc ça va être très important de voir comment ces 3 acteurs se coordonnent pour accomplir la transformation du travail, sinon ça se fera dans la tension. Pour conclure, on voit quand même dans ce qui se dessine là, et j'imagine que tout ça va avancer au fil des mois vers septembre, il y a une incertitude, une inquiétude des candidats qui essaient de faire une liste à peu près cohérente et un monde du travail en plein bouleversement. Donc c'est un casse-tête. Donc on est dans un flou total. Puis n'oubliez pas, au-delà du doigt mouillé. Nous en avons déjà parlé sur ce plateau, un gros problème psychologique. Je ne sais pas d'ailleurs qui pourra le régler et comment, c'est qu'on a habitué depuis 1 an les Français à déverser des centaines de milliards qui n'existaient pas à chaque fois qu'on en avait besoin. Et même parfois... Donc on gagne tout le temps. Donc, dès que des problèmes vont arriver, à partir de septembre, comme dit Benoît, si c'est cette échéance-là, les Français ne comprendraient pas qu'on ne continue pas à déverser de l'argent. Donc ça bloque les réformes. Donc il n'y a pas de réforme possible. Ça va bloquer les réformes. Mais bien sûr. Et si jamais le gouvernement dit à ce moment-là, bon attendez, comme ce sont des sommes qu'il faudra rembourser, on arrête et on ne creuse pas davantage le déficit, les Français ne vont pas le comprendre. Intenable. Et l'explosion sociale, elle risque aussi de se jouer là-dessus. C'est intenable. Merci. On va prolonger tous ces sujets. Vous reviendrez d'ailleurs peut-être les prolonger au fil de l'eau jusqu'à cette campagne et au fil de la crise, évidemment. Merci d'être venu. Merci Jonas Haddad, vice-président de la Fondation Concorde. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à Benoît Serre. Allez sur LinkedIn et sur les meilleurs sites sur cet article passionnant sur les seniors parce que la NDRH s'est exprimée et vous faites un papier très intéressant. Voilà, l'expérience, la compétence, c'est l'expérience. L'expérience est une compétence. Est une compétence. Vous voyez, j'étais pas loin. C'est bien. C'est bien. La prochaine fois, je mets le titre dans le bon sens. Oui, mais je note, Arnaud, que vous progressez chaque semaine. Évidemment, c'est grâce à cette émission formidable. Merci à Jean-Michel Garrigue, en charge des RH de BLB Group. Oui. C'est ça ? Oui, c'est le conseil aux dirigeants, oui. Voilà, c'est important. Oui, chacun m'amène sa petite pierre, comme ça je deviens à peu près correct. On termine, on va faire un peu de philosophie, ça va vous intéresser. Consultant philosophe, il a écrit un livre, c'est très intéressant pour peut-être mettre un peu de philosophie dans le monde du management et de l'entreprise. Elle en a beaucoup besoin, l'entreprise de philosophie. On en parle avec l'auteur d'un livre, c'est le livre de Smart Job.
Le livre de Smart Job, comme chaque vendredi, l'esprit subtil du management. François-Xavier Faure, les éditions Ovadia, collection Temps Présent. Merci d'être venu sur notre plateau avec votre livre. Alors c'est très intéressant parce que les philosophes, souvent, ils ne s'habillent pas en costume et vous êtes un consultant qui avait vécu et qui vivait dans le monde de l'entreprise, mais qui est aussi philosophe. Et je découvre qu'il y a beaucoup de livres, le vôtre en particulier, qui essaient de mixer deux mondes qui, globalement, en temps normal, ne se parlent pas. Vous êtes plus philosophe que consultant, plus consultant que philosophe. Et comment les deux arrivent à se marier? Vous savez, c'est un peu comme l'huile et le vinaigre. Comment ça se passe? Bonjour Arnaud, merci beaucoup pour votre accueil sur le plateau. Donc oui, en effet, le lien entre philosophie et management n'est pas nouveau. Il y a quelques années déjà où il y a plusieurs initiatives. Il y a un double mouvement en fait. La philosophie qui se tourne vers l'entreprise comme objet d'étude intéressant, comme fait social qui non, mais vous, c'est le philosophe dans l'action, qui est dans la boîte. Et il y a un autre mouvement qui est celui des managers qui se tournent vers la philosophie. Alors moi, je suis à mi-chemin entre les deux. En fait, je me considère un peu comme un philosophe dans un costume de consultant. C'est-à-dire que le jour, je fais le travail des consultants, comme beaucoup de consultants en ce moment. Et puis tout ce que je rencontre pendant la journée, tout cela me fournit une matière sur laquelle je réfléchis. Et puis le soir, je me mets à écrire quelques pages. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le livre. C'est des réflexions à partir de l'expérience vécue comme consultant. Il faut le préciser, hein, ce n'est pas un livre de philosophie, c'est un livre d'expérience, remalaxé, retraversé. Il y a un débat qui va vous passionner, j'en suis sûr, ce sont ces fameuses forces dionysiaques et apolliniennes qu'on étudie à l'école. Ça remonte à loin, mais globalement, les forces de création, les forces de méthode, la structuration de la méthode et du créatif. Vous dites l'entreprise, elle est surtout quand même quantitative. Un manager, il veut faire du chiffre, il veut faire du chiffre d'affaires, il veut augmenter son chiffre d'affaires, il veut faire bosser ses collaborateurs le mieux possible, le plus fort. Et vous amenez quoi? Le qualitatif? Comment on fait là? Parce qu'un chef d'entreprise, il vous dit, moi, je veux créer de la richesse, je veux bien faire de la philosophie, mais globalement, c'est pas mon métier. Alors en fait, on expérimente tous à un moment ou à un autre. Vous êtes d'accord avec ça? C'est compliqué Oui, c'est ça, et c'est ça l'esprit subtil en fait. C'est ça. L'équilibre subtil entre eux. Alors vous avez employé le dionysiaque et l'apollinien, il y a aussi l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse de Pascal. Et moi je mène la réflexion autour de l'esprit de quantité et l'esprit de qualité. C'est pour ça que je reviens sur qualité-quantité. Parce qu'en fait, on fait tous à un moment ou à un autre dans notre carrière, quand on produit, l'expérience de la tension entre qualité et quantité. D'une part, on doit faire du chiffre, on sent, moi j'entends beaucoup de fois, oui, je dois faire du chiffre. Je fais du chiffre. Etc. Et puis d'un autre côté, parfois quand on dit je fais de la qualité, ça peut vouloir dire en fait je fais des actions, des tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Je finasse, je perds du temps. Exactement. Et c'est là tout l'enjeu en fait. Tout l'enjeu c'est de se... Enfin, moi, le point de départ de la réflexion, c'était d'aller chercher dans la qualité ce qui échappe à la méthode. Et en fait, la qualité ne se réduit pas à une démarche ISO 9001, par exemple, ou à une démarche qualité. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'aller chercher ce je ne sais quoi, ce supplément d'âme, cet élan vital qu'on trouve qu'on doit trouver dans la qualité. Et donc, pour en revenir sur cette histoire de force entre dionysiaque et apollinien... Pour faire un être parfait, il faut que les deux forces soient équilibrées. Exactement. En fait, j'ai repris ça de Nietzsche, qui, en parlant de l'origine de la tragédie antique, dit que c'est l'équilibre parfait entre le dionysiaque et l'apollinien. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, l'entreprise, une organisation, c'est un produit culturel, un peu comme une pièce de théâtre. Et on a le choix. En fait, quelque part, on a le choix. On peut mettre en équilibre... Film comique, tragédie... On peut mettre en équilibre l'esprit de qualité et l'esprit de quantité, même si aujourd'hui, l'esprit de quantité l'emporte largement, malheureusement. Il ne faut pas être dupe, faut pas non plus. Excusez-moi, pour être très concret, parce qu'on a des acteurs de la vie publique, juridique, des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Ça passe par des mots, on prend un café, on s'assoit, on explique au manager qui peut apporter autrement. Comment ça se passe concrètement? Une fois qu'on a défini, je dirais, le cadre philosophique, physiquement, comment on fait pour convaincre un manager qui vous dit, écoute, moi Coco, je fais du chiffre, quoi? Alors il y a plusieurs enjeux. Alors dans le livre, je donne quelques pistes, quelques propensions internes. Bon, il y en a une qui m'intéresse plus particulièrement. Enfin, un exemple que je vais vous donner, c'est une aide-soignante dans une maison d'accueil spécialisée. Donc le directeur me racontait cette anecdote, où lui, il entendait chanter dans la chambre. Et en fait, elle était en train de faire la toilette du résident, les soins.
en chantant. Génial. Génial. Et du coup, en commentant cela, il me disait, mais ça, c'est un moment de qualité énorme pour le résident, pour la personne accueillie. Il y a un échange. Situation d'handicap très lourd. Mais en même temps, on se disait, mais on ne peut pas le mettre en process, on ne peut pas mettre d'indicateur de performance là-dessus. Et donc, il y a quelque chose d'insaisissable dans la qualité. Il faut s'ouvrir, et c'est pour ça le subtil du titre du livre, c'est ça, il faut s'ouvrir à quelque chose d'autre que le simplement utile. Donc ça veut dire que c'est un conseil que vous donnez, ça part aussi d'un travail sur soi-même. Je vois Jonas, je vois Jean-Michel, il y a aussi un travail qu'on fait sur soi-même. Bien sûr. En fait, moi, ce que je trouve très intéressant dans votre bouquin, c'est qu'il anticipe les mutations dont on a parlé, c'est-à-dire qu'avec l'automatisation d'un certain nombre de jobs, ceux qui auront encore des jobs, dans le bon sens du terme, il faut qu'il y ait du sens, à ce qu'ils font et à ce qu'ils proposent. Carrément. Dans mon métier, moi je suis avocat, si vous n'êtes pas en empathie, mais aussi en capacité d'embarquer le client, vous n'avez pas de possibilité de faire la différence avec... Vous chantez parfois avec vos clients ou pas? Enfin, je veux dire, non. Vous Sinon, chantez il pas. fuirait. C'est ça. Il y a flotte qui tombe. Jean-Michel. Il y a une véritable appétence aujourd'hui des entreprises pour rencontrer le monde de la philosophie, notamment dans la catégorie, si je puis dire, des jeunes philosophes, les Cynthia Fleury, les Pierre-Henri Tavoyot, les Juliette Funès, les Laura Lange, etc. Qui utilisent la matière entreprise. Qui passent leur temps à intervenir dans des séminaires ou des conventions d'entreprise pour justement essayer de mettre un peu de matière grise, de matière molle dans la matière dure de l'entreprise, dans les besoins financiers, les résultats financiers. C'est très important. Là, vous êtes toujours consultant? Oui, tout à fait. Mais dans votre quotidien, vos collègues disent, attends, fais gaffe, parce que là, c'est le philosophe qui s'exprime. Comment on arrive à rentrer, à pousser la porte, à mettre le pied dedans? Comment le philosophe, il arrive à ouvrir cette porte? Ça peut arriver. Après, c'est vrai que, alors moi j'ai une anecdote assez intéressante où on a travaillé sur des tableaux de bord avec des managers, justement, et en fait, je l'ai fait par le biais très philosophique où on allait chercher l'unité de base, un peu comme les atomistes en fait, qui fait la réalité de mon activité. Et donc on a eu toute une réflexion, où c'était plusieurs managers de différents services, où ils se disaient mais qu'est-ce qui donne qu'est-ce qui donne le rythme, qu'est-ce qui rythme mon activité, et donc en fait c'était toute une réflexion, et il ne s'agissait pas juste de donner la bonne formule Excel pour faire le bon calcul. Nietzsche ou Spinoza. Alors, sans rien citer, en fait, on a fait, en fait, d'une certaine façon, on a fait de la philosophie sans le savoir. Sans le savoir. Tous philosophes sans le savoir. C'est génial. Mais en tout cas, c'est qu'il y a un chemin, une réflexion qui nous permet en fait d'aborder les choses de façon un peu différente. Merci à vous. L'esprit subtil, on a bien compris ce que vous vouliez dire par ce mot subtil. C'est un savant dosage aussi, c'est un savant équilibre des choses, comme au sein de l'être humain, un peu comme l'entreprise peut l'être. Il faut qu'elle sache doser, équilibrer les choses. L'esprit subtil du management, François-Xavier Faure, c'est vous, consultant et philosophe, les éditions Ovadia, préface de Luc de Brabander. Merci à Jonas Haddad et merci à Jean-Michel Garrigue. Un peu de philosophie, ça fait du bien. Un peu de Nietzsche pour terminer l'émission. Ça fait toujours du bien une fin de semaine pour essayer de méditer un tout petit peu. Merci à Fanny Griesmer, merci à notre amie réalisatrice, merci à Héloïse Merlin et merci à toute l'équipe, Margot et Pauline Gratel évidemment, qui m'accompagnent. C'était un plaisir. Je serai là lundi, portez-vous bien, restez fidèles à tous nos programmes, puis prenez l'air un peu s'il fait beau, ça peut être très sympa aussi. Bye bye, à lundi.